Aujourd'hui, on plonge dans une œuvre littéraire qui secoue, qui dérange, Les Racines du Mal de Michel Nzau-Vuyanda. Et attention, ce n'est pas juste un récit, c'est une véritable autopsie, une investigation au cœur des silences d'une famille. Tout part de cette phrase, tirée de la préface. C'est la clé qui ouvre toutes les portes de ce livre. Elle pose tout de suite le décor, une atmosphère lourde, où ce qu'on ne dit pas est bien plus puissant, bien plus destructeur que les mots qu'on prononce. C'est de là que tout part. L'auteur nous propose une autopsie. Alors c'est précisément ce qu'on va faire ensemble. On va disséquer couche par couche pour essayer de comprendre comment un simple silence peut devenir une arme de destruction massive. Première étape de notre analyse, la maison du silence. Et il faut bien la voir comme ça, la scène du crime. Parce qu'ici, le lieu n'est pas un simple décor, non, c'est un personnage à part entière. Une façade qui cache une décomposition lente et qui reflète parfaitement la ville où elle se trouve. Le livre nous peint le portrait d'Orléans comme cette ville de province, belle en apparence, mais où tout est sous contrôle. Une ville où les rumeurs vont plus vite que la vérité, où le silence est une discipline. Bref, le terreau idéal pour le drame qui va se jouer. Et une fois qu'on pousse la porte de cette maison, c'est encore plus saisissant. Chaque petit détail, chaque odeur devient un symptôme de la maladie. L'ammoniac, ce n'est pas juste une odeur de propre, c'est la signature d'une décomposition spirituelle. Les chats ne sont pas de simples animaux, ce sont des juges qui observent sans rien dire. Et la télé, elle tourne en boucle, déversant une peur constante qui remplace toute vie intérieure. C'est une maison où l'on a appris à vivre au milieu de la pourriture. Et dans ce silence pesant, un soir, un événement va tout faire exploser. C'est ça, la première incision de notre autopsie, le moment exact où tout bascule. Ce 8 novembre, c'est le point de non-retour. L'accusation de maltraitance, ce n'est pas juste de la méchanceté. Non, c'est un acte calculé, une tentative de créer une fausse réalité pour reprendre le contrôle. Et la réaction de la compagne, Anne-Marie Catherine, son silence, c'est la preuve qu'elle est déjà prisonnière du système de sa mère. En un seul acte, toute la toxicité qui couvait depuis des années est exposée au grand jour. Et là, il faut bien comprendre quelque chose. Le livre ne raconte pas une simple dispute de famille. Il décortique ce que l'auteur appelle un système, une mécanique intentionnelle parfaitement huilée. Voilà le cœur de l'analyse. L'idée que la famille, ici, n'est plus un refuge. C'est une machine de contrôle. Une alliance qui n'est pas basée sur l'amour, mais sur les secrets, sur ce qu'il faut absolument taire. Dans ce système, dire la vérité, c'est commettre un sacrilège. Et tout système a son architecte, son point d'origine. Dans cette histoire, la source de tout ce poison, c'est elle, la matriarche, Cabrita. Cette phrase, elle résume tout. Son pouvoir ne vient pas de l'autorité, mais de la dette morale qu'elle crée chez les autres. La réussite de ses enfants est vécue comme une trahison. Elle ne demande rien, elle l'exige, elle les possède comme s'ils lui devaient leur vie, les transformant en gardiens de leur propre prison. Mais un tyran est rarement seul. Un système a besoin de complices, de gens qui lui donnent une justification morale. Et ce rôle, il est tenu par Agathe. Agathe, c'est celle qui rend la cruauté respectable. Elle enrobe le venin dans de belles paroles sur la liberté, le bien-être. C'est elle qui fournit le vocabulaire pour justifier l'injustifiable. En gros, elle fabrique une façade vertueuse pour un système qui est profondément vicieux. Maintenant qu'on a les personnages, il faut creuser encore plus profond. Le livre nous dit que cette toxicité, elle n'est pas sortie de nulle part. Elle est générationnelle, elle a été construite sur des secrets bien gardés. Pour qu'un tel système survive à travers les générations, il doit savoir se protéger. Et comment il fait? Il enterre les histoires qui dérangent et il sacrifie des boucs émissaires. Ceux qui voient trop clair, ceux qui pourraient parler, deviennent des menaces à neutraliser. Et des exemples, il y en a. On a Nicolas, le père, dont on a sanctifié la mort pour ne surtout pas avoir à questionner sa vie. On a Bastien, qu'on a fait passer pour fou parce que sa lucidité était trop dangereuse pour le clan. Le silence sur les traumatismes du passé, c'est ça le vrai ciment de la famille. Et tout ça nous amène à un concept terrible mais central, la consanguinité morale. L'idée que ce qui lie cette famille, au fond, ce n'est pas le sang. C'est une culpabilité partagée. On n'hérite pas de biens ou de valeurs, on hérite d'un crime collectif et du silence qui va avec. Alors, face à une machine pareille, que faire? Le narrateur ne choisit pas la fuite, il choisit le combat. Un processus qu'il appelle l'arrachement. Il ne s'agit pas de couper les ponts, mais bien d'arracher les racines pourries du mal. Et le combat est total. D'un côté, on a le système, avec ses armes, le silence, la façade, le poison d'une culture provinciale fermée sur elle-même. Et de l'autre, la résistance, la vérité, la création par la musique,
la justice par la loi et l'ouverture sur une culture afropolitaine. C'est vraiment un choc entre deux mondes. Sa résistance se joue sur deux fronts. D'abord, le front juridique, avec son avocat qui tente de remettre de l'ordre dans le chaos du mensonge, de reconstruire une réalité factuelle. Et puis il y a le front spirituel, où la musique, le blues, devient un refuge, un espace de liberté pour se réinventer, loin du poison familial. L'autopsie se termine. Alors, quel est le verdict? Eh bien, le livre ne parle pas de victoire. Il parle de quelque chose de bien plus essentiel, la reconquête du droit de respirer. Parce que l'objectif final, ce n'était pas de gagner une guerre contre sa famille, c'était de se libérer de son emprise, de reprendre le contrôle de sa propre histoire. La décision de justice n'est pas une fin, c'est un point de départ, la possibilité de prendre enfin une grande bouffée d'air, loin de l'asphyxie du silence. Et cette libération, cette nouvelle respiration, elle s'incarne magnifiquement dans cette dernière phrase. La musique, la femme, la déesse, Isis. Tout fusionne. La blessure se transforme en énergie créatrice. Le silence se transforme en parole, en chant. C'est la plus belle preuve que même après la décomposition, la vie peut renaître. Au final, les racines du mal ne nous donnent pas de réponse toute faite. Le livre suggère que le prix à payer pour briser un silence familial est immense, oui, mais que le coût de se taire est encore bien plus élevé. Et il nous laisse avec cette question, une question qui résonne longtemps après avoir refermé le livre.